Alors, sans plus attendre, nous allons accueillir donc la première, merci beaucoup Manon, de nos 5 startups, avec Arnaud de la Fouchardière, que je vais inviter à me rejoindre, fondateur de Viti Rover. Alors, Viti Rover, est-ce qu'Arnaud, pour s'endormir, avait besoin de compter les moutons? Est-ce qu'étant enfant, il a trop joué à saut de mouton? Vous allez voir qu'il y a quelque chose de ce registre chez Arnaud, donc serial entrepreneur hein, dans le numérique, dans la communication, et depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans l'agriculture, où après les transitions dont on vient de parler, vous appelez à une réflexion en rupture, l'innovation de rupture. Racontez-nous la philosophie d'intervention qui vous tient à cœur. Absolument, merci. Il y a une zapette. Merci de me donner l'occasion de parler de Vitirover, de parler de robotique. C'était déterminant de pouvoir avoir ici ce sujet abordé. Je vais le faire en essayant d'élever le débat et même de vous donner à vous les étudiants et les futurs start-upers des chemins pour créer sa boîte. Et je vais le faire au travers de l'exemple de la mienne, qui est plus tellement une start-up puisqu'on a 10 ans, mais qui donc s'appelle Vitirover. Donc voilà ce dont il s'agit. Nous disons des troupeaux de robots tondeurs industriels remplacent le glyphosate et le labour. Vous savez certainement que, par exemple, dans la vigne, dans les vergers, dans des tas d'endroits dans lesquels il y a de l'herbe qui pousse naturellement, eh bien, depuis 50 ans, Monsanto avait inventé un produit pourri qui s'appelle le glyphosate et qui permettait de tuer l'herbe partout. Pour mon père, qui était agriculteur, une belle vigne, c'était une vigne dans laquelle le sol était nu et dans laquelle la feuille était bleue. Le sol était nu parce que toute l'herbe avait été tuée par du glyphosate et la feuille était bleue parce que c'était très bien sulfaté. Aujourd'hui, une belle vigne, c'est une vigne qui a cette gueule-là, c'est-à-dire que, au contraire, on essaye de mettre un minimum de produits sur les feuilles et le sol est enherbé. Et donc ces robots fonctionnent. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes directement concernés, mais il y a des vignes dans votre pays aussi, surtout pour nous dans les vignes, dans les vergers et dans les pépinières, pour ce qui concerne l'agriculture. Et vous allez voir aussi dans des espaces industriels. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés au remplacement du glyphosate. Et globalement, il y a une solution pour le faire, c'est le labour, avec tous les inconvénients dont j'imagine vos professeurs vous parlent au quotidien. Donc Vitirover, ce premier robot tondeur industriel autonome, vous connaissez les robots tondeurs de jardin. Eh bien, en fait, on est dans la même logique. Les robots tondeurs de jardin, ce sont des robots qui sont destinés au grand public. Ce sont des robots qui sont faits pour des espaces extrêmement plats, extrêmement faciles à gérer, dans lesquels il n'y a pas de pente, c'est de la pelouse. On met un fil autour de la parcelle. Nous, on travaille avec du GPS. On met une centrale nucléaire à disposition et le robot peut venir se connecter à un poste de rechargement, alors que nous, on collecte notre énergie avec un panneau solaire. Donc c'est extrêmement différent. Et puis par ailleurs, les robots tondeurs de jardin ont des tondeuses ventrales, alors que nous avons des tondeuses frontales, puisque la compétition de l'herbe avec la plante principale, par exemple dans les vergers ou dans les vignes, eh bien c'est à quelques centimètres du pied de vigne. Le grand enjeu, c'est pas entre les rangs, c'est sous le rang quand il s'agit de vigne. Donc c'est un véritable robot autonome. C'est très compliqué de faire un robot autonome et si vous observez le monde, vous verrez que globalement, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Curiosity et qui est sur la planète Mars. Et il y en a un qui s'appelle Vitirover et qui est sur la planète Terre. Et vous avez la chance d'avoir quelqu'un ici pour vous en parler aujourd'hui. Donc, 100% de l'énergie est collectée par le panneau solaire. Nous travaillons dans les coordonnées GPS de la parcelle. Les robots travaillent en troupeaux connectés. On parle de troupeaux de robots et vous allez voir qu'on parle d'un berger qui est le gestionnaire de ce troupeau de robots qui sont connectés. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas d'un travail individuel. On est dans une logique biomimétique, c'est-à-dire que la comparaison, ce sont les essaims de sauterelles. Vous voyez, une sauterelle ne fait pas de mal à une forêt, alors que si un essaim de sauterelle débarque, eh bien effectivement, ils vont tout ratiboiser. Notre idée, c'est exactement la même chose, c'est de remplacer des gros engins, quelques gros engins, par une très grande quantité de petits engins qui ont l'avantage de ne pas polluer, de ne pas tasser les sols et qui sont très faciles à recycler.
Et puis, donc, superviser à distance, on va en parler. C'est une solution qui est brevetée. Et pour vous dire à quel point c'est petit, j'ai mis le format. Ça pèse 20 kilos et ça mesure 70 par 30 et par 32 et par 30. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est que ça consomme 1 watt par kilo. Ça vous dit peut-être rien. Le robot pèse 20 kilos, consomme 1 watt par kilo, ça fait 20 watts. 20 watts, en gros, quand vous ouvrez la porte de votre voiture, c'est ce que consomme le plafonnier. Et nous, avec ça, on nourrit les 8 moteurs du robot, on nourrit le GPS, on nourrit les capteurs et on nourrit toute l'administration du robot. Donc c'est véritablement une performance. Tout a été développé chez nous dans une logique d'économie circulaire. En 2 mots, l'économie circulaire, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument prendre en compte. On n'est plus aujourd'hui, quand on construit quelque chose, dans une logique je fabrique, j'utilise, je jette. On est dans une logique qui est cette idée d'économie circulaire dans laquelle on va chercher à fabriquer dans une logique d'éco-conception sans gaspillage et sans pollution. L'idée, c'est garder les robots en service, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de les jeter. On va les réparer, on va remplacer les pièces, on va changer des composants, des matériaux grâce à des stratégies comme la réutilisation, la réparation, la mise à neuf, et en dernier recours, le recyclage. Et l'enjeu, c'est garder les robots en service. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, non seulement le robot n'est pas vieux, mais il est neuf, dans la mesure où chaque année, on aura changé environ 10% des pièces, de telle manière qu'au bout de 10 ans, il est encore un très grand temps de vie. Et à ce moment-là, eh bien, on ne jette pas. Économie circulaire, élément très déterminant si vous voulez créer une entreprise. Alors, le glyphosate est utilisé, je vous disais, dans la vigne, aussi dans les vergers, mais l'avantage, c'est qu'il est aussi utilisé dans des tas de surfaces industrielles, dans lesquelles il y a aussi ces problématiques. Par exemple, le long des voies de chemin de fer, aujourd'hui, la SNCF est le premier consommateur de glyphosate en France. Ils ont des trains pulvérisateurs et ils balancent du glyphosate des 2 côtés des voies, de manière à ce que tout soit mort. Et avec l'interdiction du glyphosate, ils ont remarqué Vitirover, ils nous ont contactés, et donc nous nous occupons de l'entretien des 2 côtés des voies de LGV, et nos robots sont les seuls travailleurs droïdes capables de travailler pendant que les trains roulent à 300 à l'heure sur les voies, comme vous le voyez ici. On travaille aussi dans des fermes photovoltaïques où il faut entretenir le dessous des panneaux. On travaille dans des postes de transformateurs haute tension, comme les postes RTE dans lesquels il y a de la transformation à 400 000 volts. Donc c'est des endroits extrêmement dangereux dans lesquels il vaut mieux envoyer moins d'hommes. On travaille pour des aéroports dans lesquels il y a des grands enjeux d'entretien de végétation. On est en ce moment à Roissy. On ne travaille pas encore pour les autoroutes, mais il y a un grand enjeu. Alors, comment est-ce que ça marche en termes de business model ? C'est très compliqué pour les agriculteurs de se dire « oh bah tiens, je vais m'acheter un robot et à plus forte raison de se dire « je vais acheter globalement un robot par hectare », puisque c'est ça la proposition qu'on fait. Alors, nous ne vendons pas de robots, nous vendons des hectares entretenus. Donc en fait, on vend une solution, on vend un service. La phrase clé, c'est « nous ne vendons pas de robots, nous vendons des hectares entretenus ». Donc il y a un berger qui est en fait un technicien de Vitirover et qui va superviser son troupeau de 50 robots, qui sont finalement des moutons droïdes, au travers de cette application qui va lui permettre de suivre ces robots à distance depuis son ordinateur. Si un robot a un problème, il va envoyer une notification au berger et le berger va, avec juste un clic, va ouvrir le dashboard de son robot et va avoir toutes les informations des robots. Consommation des moteurs, collecte d'énergie, et va avoir la possibilité de réaliser 80 à 90% de la maintenance à distance. Bien entendu, on est sur le terrain. Si par hasard, si le robot est tombé dans un trou de lapin, eh ben, il va falloir aller sur place et effectivement le sortir. S'il est coincé entre 2 pieds de vigne, de la même manière. Mais 85 à 90% du travail de maintenance peut se faire à distance. Donc très important, cette logique de business model digital dans les champs et cette vente de solutions. Alors, maintenant, je voudrais vous dire où on en est en termes d'industrie. En fait, on a 2 étapes dans notre industrialisation. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on sous-traitait
la fabrication de nos robots à une boîte qui s'appelle Billing Solutions et qui fait de l'assemblage dans le monde automobile. Et là, grâce à la région Aquitaine, qui a financé 50% de notre usine, on a une usine qui est en train de sortir de terre. Ça s'appelle une usine du futur. C'est une usine très robotisée pour fabriquer des robots. Et effectivement, qui va nous permettre, dans un premier temps, de fabriquer entre 30 et 50 robots par mois, c'est-à-dire 500 robots par an. On est accompagné par un certain nombre de très belles boîtes, dont l'ENSAM, qui est une belle boîte d'ingénieurs que vous devez connaître, les arts et métiers, et puis LGM Group et ESI Group, qui ont des spécialités et qui sont intéressés d'avoir, au travers de l'usine qui va fabriquer des robots Vitirover, une usine-école, finalement, qui va permettre de faire un démonstrateur d'usine du futur. Et pour nous, c'est génial. Elle sera où, cette usine? Elle va être à Talence. À Talence. Voilà, donc à côté en de... proche banlieue bordelaise. Exactement, voilà. Donc ensuite, on vous a un petit peu parlé aujourd'hui de toutes ces dimensions écologiques très importantes qui s'appellent RSE, responsabilité sociale et environnementale. Respecter les hommes, respecter la planète, c'est un élément qui est très déterminant. Eh bien, nous avons tenté de construire notre société sur la base de ces valeurs qui sont protéger l'environnement. Et vous allez voir que on a fait un gros effort par rapport à ça. Vous avez vu qu'on avait des panneaux solaires, donc on n'utilise pas d'énergie fossile. Et en plus, le fait de remplacer le glyphosate ou le labour par des robots tondeurs qui vont entretenir des espaces verts va faire qu'on va avoir des vers de terre dans le sol, qu'on va avoir des insectes par-dessus et surtout qu'on va créer des belles parcelles, des belles prairies qui vont devenir des puits à carbone et qui vont collecter du CO2 et collecter du carbone. Il y a ici un très grand enjeu pour les agriculteurs. Les Américains ont déjà commencé sur le sujet, qui consiste à créer ces puits à carbone et à permettre aux agriculteurs de vendre des crédits compensatoires de carbone. On a dû vous en parler, vous regarderez, qui permettraient aux agriculteurs, dans des sujets dans lesquels on puisse entretenir le sol comme ça, eh bien de créer un revenu supplémentaire au travers de ces crédits compensateurs de carbone qui seraient décorrélés de la météo. Dieu sait que la météo joue des tours aux agriculteurs depuis quelques années, et même du cours du raisin ou des céréales. Et les Américains, c'est pas du pipeau ou une approche de visionnaire, c'est déjà en place. Des boîtes comme Cargill, par exemple, proposent à leurs agriculteurs d'améliorer leurs revenus comme ça. Voilà pour ça. Et puis, responsabilité sociale, eh bien, le boulot qui consiste à balancer du glyphosate, on est installé dans la région de Saint-Émilion. Je peux vous dire que quand il y en a un qui commence à balancer avec un pulvérisateur le matin, le lendemain, Saint-Émilion est entièrement dans la purée. Et c'est vrai que c'est quand même problématique. Il y a des générations d'agriculteurs, les générations, celles de mon père par exemple, qui sont morts de cancer qu'ils ont chopé effectivement avec le glyphosate. Alors je suis très vigilant sur ce que je dis à ce sujet-là, parce que le glyphosate c'est depuis 40 ans et qu'aujourd'hui il n'y a pas véritablement de solution alternative, on va en parler, qui permettrait de le remplacer dans les grandes cultures, etc. Aujourd'hui notre solution n'est utilisable que dans la vigne, dans les vergers et dans les pépinières. Et puis sur le plan de la responsabilité sociale de la même manière, eh bien nos bergers, nos gestionnaires de flotte de robots sont très souvent des entrepreneurs qui montent leur boîte pour faire le métier de berger et pour superviser des robots sur la base de notre business model dans le cadre d'un partage du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, globalement, on parlait des alternatives au glyphosate. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont été validées. Il y a la végétalisation qui consiste effectivement à semer des enherbements avec des avantages et des inconvénients. Je passe très vite. Des alternatives, des herbicides alternatifs, du géotextile, des désherbages par la chaleur, du désherbage par l'électricité. C'est une première approche, on va dire, de notre concurrence. Et il y en a une seconde avec le monde des robots. Je vous ai dit que j'allais essayer d'élever un peu le débat sur le monde des robots et de vous donner des trucs pour monter votre boîte dans ce domaine-là. En fait, on peut dire que quand on utilise les technologies dans l'agriculture et d'une manière générale, il y a deux manières de voir les choses. Il y en a une première qui consiste à automatiser des process existants. En agriculture, c'est quoi le process existant? Globalement, c'est un outil attelé à une force. Vous avez au départ une arère avec un mec qui traîne, ensuite vous mettez un bœuf, ensuite vous mettez un cheval, ensuite vous mettez un tracteur,
eh bien tous les gens là-haut, les robots, les gros robots autonomes ou les tracteurs autonomes, ce sont des gens qui proposent la même chose fait avec des tracteurs autonomes. Alors, il y a une très grande opportunité du côté des tracteurs autonomes, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le monde de la voiture autonome, donc certainement ça va irriguer ce monde-là et l'aider. Mais il y a un énorme frein, c'est le frein de la sécurité. Et c'est vrai que tous ces engins portent un risque létal. Autant dire que si vous prenez un engin comme ça dans la figure, effectivement, le risque est létal. Donc, ils n'ont pas d'autorisation de véritable autonomie et ça mettra 5 ou 10 ans. Et à chaque fois qu'une voiture autonome de Tesla se prend une vieille dame, et ben malheureusement, c'est 5 ans de plus. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire de ce côté-là encore pour avoir les autorisations et véritablement y aller. Ça a un avantage, c'est que c'est très facile à comprendre. On comprend effectivement le cheval, le tracteur et puis le tracteur autonome. Mais il y a une deuxième voie qui consiste à transformer les processus. Et transformer les processus, là en l'occurrence, il y a 3 exemples dont je vais vous parler, mais ça veut dire proposer des ruptures en termes de pratique, par exemple. Et c'est ce que nous proposons. Par exemple, depuis toujours, on dit en agriculture, l'herbe est l'ennemi de la plante principale, donc il faut tuer l'herbe. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, nous allons considérer l'herbe comme un allié et on va entretenir des espaces enherbés à un certain niveau qui fera qu'il n'y aura pas une compétition très importante. Un autre exemple de changement de pratique, c'est la périodicité du travail. Quand on laboure, quand on entretient un enherbement, eh bien, on vient selon une rythmique qui est présentée par les saisons. On vient, par exemple, dans la vigne, on vient chausser la vigne, et puis la déchausser, puis la rechausser, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas une logique d'entretien permanent d'un enherbement? C'est ce que nous proposons. On installe les robots au début du printemps et on les enlève à la fin de l'été. C'est effectivement une rupture dans les pratiques. Ensuite, on peut proposer des ruptures dans les business models. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au lieu de vendre des machines, on vend des hectares entretenus. C'est extrêmement différent dans la logique. Vous savez, depuis longtemps, Michelin ne vend plus de pneus pour les trains d'atterrissage d'avion. Ils vendent des nombres d'atterrissage et de décollage. Rolls-Royce ne vend plus de moteurs d'avion. Ils vendent des miles. Eh bien, de la même manière, nous ne vendons pas de machines agricoles. Nous vendons des hectares entretenus. Et puis enfin, il y a une autre rupture qui peut aussi être proposée, qui est celle que nous proposons, qui est une rupture dans les outils. Passer de grosses machines à des flottes de petites machines. Et je vous ferai remarquer, pour terminer, j'imagine que tu es à la bourre, donc j'en finis, les seuls robots de service, je ne parle pas de robots industriels, mais robots de service, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires par an, ce sont des petits robots. Les gros engins autonomes se vendent à quelques dizaines d'exemplaires par an. Les petits robots autonomes se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires par an. Je vous donne 3 exemples que vous connaissez. Les robots aspirateurs dans les maisons, ils s'en vendent des centaines de milliers. Les robots tondeurs dans les jardins, ils s'en vendent des centaines de milliers. Et les robots de logistique dans les entrepôts d'Amazon, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument phénoménal. Et ce sont des flottes de très petits engins qui remplacent des gros. Voilà. Merci Arnaud de la Fouchardière, on vous applaudit. Merci pour ce bel enthousiasme et cette belle démonstration. Donc, small is beautiful et smart is better. En l'occurrence, oui, quand la robotique et le solaire font front à l'industrie chimique, voilà, comme on dit, note pour plus tard.